et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça me gratte le nez, cette semaine avec la traditionnelle FAQ de l'année. Comme d'habitude, je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vraiment allez-y. J'y suis de façon quand même beaucoup plus régulière que sur YouTube, où je ne suis là qu'une seule fois par semaine. Je sais pas si jamais je vous manque et vous vous dites « Ah, une dose de Colline par semaine, ce n'est pas assez ». Bah écoutez, Instagram, voilà. Comme d'habitude, bis, vos questions sont très intéressantes, donc on va parler de plein de choses, on va parler de mes dents, on va parler de la colopathie et les FODMAP. On parlera aussi évidemment de tricot, de mon métier de créatrice de contenu. Si ça vous branche, je vous invite dès à présent à liker cette vidéo, si le cœur vous en dit. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, et sans plus tarder, on y va. Et non, juste encore une dernière chose, comme dans chaque vidéo FAQ, il y a un petit sommaire, alors qui sera dans la barre d'infos et que vous pourrez voir aussi sur la barre de progression de la vidéo. S'il y a des sujets qui vous intéressent pas, vraiment, sentez-vous absolument et totalement libre de les zapper. On n'est pas là pour être mal. Je commence avec une question à propos de mes chicots. Comment a évolué ta dentition depuis que tu as retiré ton appareil dentaire? Alors... Petit rappel pour les personnes qui auraient soit pas suivi, soit qui viendraient d'arriver là ces derniers mois sur ma chaîne. J'ai porté un appareil dentaire, donc littéralement des bagues, pendant un an. Donc c'était entre début novembre 2024 et novembre 2025. Et malheureusement, au moment de faire retirer mes bagues, le résultat, comment je vais formuler ça, n'était pas à la hauteur de mes espérances. Je vous remets cette fameuse photo que j'avais partagée dans ma traditionnelle vidéo de début d'année où je vous raconte toutes les petites merdes qui me sont arrivées. Bon bah ça clairement ça en faisait partie. Et malheureusement ça continue à en faire partie. Je suis on va compter novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Oh la vache, je suis à 7 mois post-dépose d'appareil dentaire, de bagues, et j'ai envie de dire, enfin le côté optimiste de moi-même a envie de dire que c'est quand même déjà vachement mieux. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà, voyez, ça va quand même beaucoup mieux, les canines sont ressorties, etc. J'ai pas précisé, mais en fait depuis que j'ai enlevé mes bagues, je porte des gouttières, donc alors comment ça s'appelle? Des gouttières actives, donc pas du tout des gouttières de contention, mais des gouttières un peu dans la veine d'Invisalign, qui en fait ont un effet sur le positionnement de mes dents, qui appliquent une pression et qui font donc bouger mes dents. Je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. Je trouve qu'il y a quelque chose que, je sais pas, j'ai l'impression que mes dents sont encore très étroites. Je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire à ce sujet. Et j'arrive à un stade où j'envisage très sérieusement, enfin d'ailleurs j'ai complètement envisagé et j'ai pris un rendez-vous, mais bon, que j'ai annulé, mais en fait j'envisage d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que j'ai l'impression que mon orthodontiste ne sait... Alors, c'est un peu difficile de formuler ça comme ça parce que c'est un professionnel, enfin c'est son métier, mais je sais pas, j'ai vraiment le sentiment, plus les mois passent et plus je vois aussi la lenteur avec laquelle ça évolue, que le mec ne gère pas trop ces histoires de gouttières, que, j'allais dire, avec les bagues, il s'en sort très bien. Bon, bah, je suis la preuve que, bof. Mais par exemple, quand même, je tiens à le dire, ça a été l'orthodontiste de ma fille pendant des années, donc elle a eu un appareil dentaire quand elle était quasiment tout le collège. Ses dents sont nickel, super, c'est merveilleux, c'est magnifique, tu vois. Donc le mec est pas non plus, c'est pas un gros glandu qui a aucune idée de ce qu'il fait, quoi. Mais j'ai l'impression que les gouttières, c'est pas son domaine d'expertise. Il les fait fabriquer en fait systématiquement après nos rendez-vous. Il a une prothésiste ou un prothésiste dentaire, je ne sais pas. Donc en gros, j'y vais le lundi et puis le mardi, je peux retourner au cabinet pour récupérer ma gouttière. Donc ça, c'est très pratique. Mais néanmoins, il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est pas possible, au bout de 7 mois de port de gouttière active, que ce soit encore comme ça. Alors, j'entends, enfin, et on est bien d'accord, c'est absolument pas la cata, mais moi je suis pas satisfaite. Quand je sais pas, quand tu vois des dents après un traitement orthodontique de quasiment 2 ans maintenant, c'est pas ça, quoi. Tu vois, ça ne va pas en fait. Donc il y a quelques temps, j'ai pris rendez-vous chez un autre orthodontiste et j'ai annulé le rendez-vous, alors pour des tas de raisons, voilà, peu importe, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que je vais reprendre un rendez-vous, que je vais aller voir un autre orthodontiste, qui est un orthodontiste qu'on m'a conseillé, et que je vais juste en parler avec lui. En fait, j'ai besoin, je pense, là, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, parce que même dans le mode de fonctionnement, entre guillemets, de mon orthodontiste, il y a des choses qui me laissent un peu dans l'incompréhension, notamment le fait qu'au départ, il me donnait une gouttière active et il me donnait rendez-vous 2 mois plus tard
pour voir comment ça avait avancé. Sachant que, alors je suis pas orthodontiste, mais c'est quand même des infos que tu trouves assez facilement sur Internet. L'action d'une gouttière active est quand même assez réduite. C'est une histoire de quelques millimètres. Et en gros, je crois qu'au bout de 2 ou 3 semaines maximum, il n'y a plus aucun effet. On tombe vraiment dans la gouttière de contention, donc dans la gouttière qui permet aux dents de ne pas se déplacer. Donc au bout d'un moment, à me coltiner mes gouttières pendant 2 mois de suite, à voir que rien n'avançait, j'ai fini par lui dire, bah là, si on pouvait éventuellement passer la deuxième, ça m'arrangerait. Ce à quoi il a dit oui. Donc maintenant, j'y vais tous les mois. Et c'est encore trop. En fait, je sais pas s'il y aura des orthodontistes qui passeront par ici, mais porter la même gouttière active pendant 1 mois, d'après les infos que j'ai, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne fait que ralentir le processus et au bout d'un moment, ça ne va pas quoi. Donc vraiment, je recommande très peu l'expérience sur 10. J'irai pas jusqu'à dire que je regrette d'avoir fait ce traitement orthodontique, donc d'avoir porté des bagues pendant 1 an et puis maintenant de continuer entre guillemets à m'accrocher, à essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui me plaît esthétiquement. J'irai pas jusque là, mais franchement il y a des moments où je suis complètement dépitée. Je me dis mais c'est pas possible en fait que ça prenne autant de temps. Une fois de plus, je le redis, j'insiste, ça va beaucoup mieux, l'évolution est quand même encourageante. J'ai envie de formuler ça comme ça, mais on n'est toujours pas sorti du bois quoi. Si je peux vous donner un conseil, choisissez avec un grand soin votre orthodontiste. Parce que, voilà, je sais pas. Et vraiment, ça me fait mal au cœur parce que le mec est tellement sympa. Vraiment, c'est un amour. Il est hyper chaleureux, il est hyper gentil. Dès que je lui demande un truc, il est là, oui, oui, bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je lui dise quoi faire avec mes dents. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je ne comprends pas. Bref, voilà pour les dents. Sûrement pas très encourageant pour les personnes, parce que je sais, notamment quand j'ai fait poser mon appareil il y a 1 an et demi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles envisageaient aussi de se faire poser un appareil ou de faire un traitement orthodontique. Je pense que mon expérience n'est pas super encourageante, mais je pense néanmoins que ça reste assez isolé comme cas. Donc voilà, je pose ça là. La traditionnelle update sur le tabac. Alors, je pense que là, cette partie va être très courte. On en est toujours absolument nulle part. Enfin, bon, plus exactement, si je dois développer un petit peu, après mon échec cuisant de 2024, donc en été 2024, et je vous en parlais dans la vidéo FAQ précédente, j'ai tenté d'arrêter de fumer, ça a été un fiasco total et complet. Ça m'a beaucoup refroidi, j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver l'élan de tenter d'arrêter de fumer et vraiment fin 2025, je me souviens on en parlait pas mal avec mon mec et je lui disais tu sais quoi 2026 allez c'est bon j'arrête de fumer c'est parti. Donc on commençait à réfléchir à quel était le moment le plus opportun. Donc on pensait typiquement aux vacances de février parce que pendant les vacances la plupart du temps mon fils va au centre aéré donc il y a en fait on cherchait vraiment le moment où il y aurait comment dire, le moins de friction pour moi, où je serais le plus chill, tu vois, détendu pour essayer d'entamer cet arrêt du tabac de la façon la plus sereine qui soit. Et puis, la colopathie a fait une entrée fracassante dans ma vie. La colopathie et le protocole, en fait, l'OFODMAP que je suis depuis le début de l'année. Donc ça, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, donc on va en parler, évidemment. Et franchement, très rapidement, sachant que j'ai commencé mon protocole l'OFODMAP tout début du mois de janvier, j'ai commencé, je crois, très exactement le 6 janvier. Très rapidement, j'ai réalisé que ça allait pas du tout le faire parce que le protocole l'OFODMAP, tout du moins pour moi, c'est quelque chose qui est très qui génère beaucoup de frustration. Et à un moment, j'ai été réaliste sur ma capacité à encaisser les défis, les frustrations, etc. Et en fait, faire ce protocole, enfin être dans ce parcours-là par rapport à ma colopathie, et arrêter de fumer en même temps, je me suis dit, ah bon, ça va pas le faire. C'est-à-dire que je vais finir au fond d'un lac avec une enclume autour de la cheville, ça va être vite réglé. Donc je pense que c'est vraiment très important dans la vie de savoir s'écouter et de savoir être réaliste sur ce qu'on est capable d'accomplir ou pas. Et vraiment, là, à ce moment bien précis de ma vie, je pense que c'est impossible pour moi d'arrêter de fumer. Donc écoutez, potentiellement la vidéo FAQ de l'année prochaine, voilà, je viendrai puis je vous dirai ça y est, j'ai arrêté de fumer. On y croit vraiment, je ne perds pas l'espoir jamais d'arrêter de fumer. C'est ce que je disais dans ma vidéo de l'année dernière. Moi, je suis pas du tout une fumeuse. J'ai limite envie de dire revendiquée. Vous savez, il y a des personnes qui sont fumeurs et qui ont
aucune envie d'arrêter de fumer et qui sont vraiment dans ce truc, non, moi je fume, je continue de fumer, j'arrêterai jamais de fumer. Et voilà, je dirais, soit, hein, chacun a sa vision, enfin, son rapport au truc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je me considère pas du tout comme une fumeuse heureuse, je me considère un peu comme une fumeuse qui subit son addiction au tabac. Je ne perds pas de vue l'objectif, mais là, actuellement, en fait, il est trop... c'est pas atteignable pour moi, quoi. Question suivante, que là aussi j'ai trouvé très intéressante. On parle beaucoup des enfants en bas âge, mais ça fait quoi d'être maman d'une grande ado? J'ai trouvé cette question super intéressante parce que effectivement, sur les réseaux sociaux, les parents, les mères parlent beaucoup, enfin prennent beaucoup la parole sur ce que c'est d'avoir un petit nourrisson ou un enfant en bas âge, qui est en maternelle, en primaire, etc. Et on a l'impression, enfin, moi c'est une impression que j'ai aussi, après, bon, excusez-moi, j'étais en train de me déshydrater sur place, j'étais en train de dire que j'ai l'impression que le sujet des enfants un peu plus âgés, des adolescents notamment, est quand même beaucoup moins abordé sur les réseaux sociaux. Alors, bon, c'est ce que je dis souvent quand on me pose des questions sur ma fille, etc. Pour moi, il y a vraiment une barrière très nette, quoi, qui doit être posée. Alors, par rapport aux enfants et aux réseaux sociaux, hein, dans tous les cas, mais a fortiori par rapport aux ados, parce que bah, quand tu es ado, à l'heure actuelle, tu as une présence tout simplement sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu as envie que ta mère ou ton père ou qu'importe commence à raconter ta life à des milliers de personnes? Je ne pense pas. Enfin, tout du moins, moi, c'est mon positionnement et j'irai jamais parler de, je sais pas, des problèmes de ma fille ou même pas forcément que de ses problèmes, mais genre, en gros, de sa vie. Voilà, comme ça. Alors parfois, je lui demande sa permission. Enfin, en même temps, je réfléchis, là, je vois pas bien à quel moment... si je me sens, il y a une fois, il y a plusieurs années, où j'ai posté une photo où on était toutes les deux de dos, en train de se tenir la main, on faisait une petite balade, et je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je poste cette photo. Alors on la reconnaissait absolument pas, mais bon, j'ai quand même posé la question, donc j'essaie de... Je sais pas, j'essaie de faire les choses du mieux possible, hein, par rapport à ça, sachant qu'en plus elle a quand même certains de ses amis ou des personnes qu'elle connaît qui savent que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, et certaines personnes aussi potentiellement qui me suivent. Donc j'imagine que vous l'avez compris, je vais pas m'étaler en long, en large et en travers sur ce que c'est d'être parent d'un ado, mais j'avais quand même envie de saisir la question et d'en parler un tout petit peu parce que j'ai trouvé que c'était une belle question, enfin, ou tout du moins que c'était une question à laquelle la réponse était cool, parce que moi, en tant que mère d'une adolescente de 18 ans maintenant, même 18 ans et demi, je trouve que c'est fabuleux d'être parent d'une ado. Je veux pas non plus vous vendre le truc complètement romantisé, idéalisé, c'est pas du tout mon intention. Évidemment que l'adolescence, ça peut être une période qui est difficile, où bah, tout le monde va avoir des difficultés. Enfin, de toute façon, pour les ados, surtout, hein, il faut pas l'oublier, c'est une période de grands changements, de grands bouleversements, de grands questionnements sur leur identité et sur des tas de choses, et ça c'est normal, et parfois oui, ça peut être difficile, mais je crois vraiment qu'il faut arrêter de diaboliser l'adolescence comme si c'était le pire truc qui puisse nous arriver en tant que parents, parce que, moi je le vois aussi notamment parce que le frère de ma fille, enfin bon, notre fils, a 7 ans, donc il est tout petit, on est quand même sur 2 salles, 2 ambiances, quoi, si vous voulez, à la maison. Moi, je trouve que c'est aussi, qu'il y a des moments où c'est aussi très difficile d'être parent soit d'un petit bébé, soit d'un enfant de 5, 6, 7 ans, même encore plus. Je trouve pas qu'il y ait je sais pas s'il y a vraiment des âges qui sont plus complexes ou plus difficiles à appréhender que d'autres. Après, c'est mon ressenti aussi par rapport à mon histoire en tant que mère, quoi. Mais moi, à l'heure actuelle, je suis fan du fait d'être mère d'une ado. Je suis fan du fait de la voir grandir, de la voir évoluer, de l'avoir trouvé, enfin se frayer un chemin dans la vie et commencer, j'ai envie de dire, à voir qui elle peut être en tant qu'adulte. Alors bon, sachant que ça, quand même, j'ai envie de le dire, ça veut tout et rien dire, hein. C'est pas
parce qu'on devient adulte que enfin rien n'est gravé dans la roche, hein. Moi j'ai bientôt 40 ans, je considère que je suis absolument pas la même adulte, enfin la même personne que il y a 10 ans, ni même qu'il y a 3 ans, quoi, tu vois. Mais vraiment je trouve ça trop cool. Alors peut-être aussi parce que je sais pas si c'est une chance, je sais pas si on a fait quelque chose en particulier pour que notre relation avec notre fille soit telle qu'elle est, mais nous on est dans une relation où en fait on est très proches, quoi. Je sais pas, avec ma fille on fait des trucs, on partage des passions, on a des trucs en commun. Je pense que ça joue beaucoup aussi, le fait de s'intéresser en fait aux mêmes choses que ces adolescents, que ces enfants adolescents. Je pense que c'est hyper important quand tu élèves et quand tu vis avec un ado de s'intéresser à ce à quoi il s'intéresse et de pas être dans un truc ouais c'est un peu de la merde nanana. Moi je me souviens notamment que donc ma fille est une très très grande fan, enfin au même titre que moi, hein, de BTS, et je me souviens que quand elle a commencé à être fan de BTS, donc on était sur une passion, un truc vraiment très 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 intense, enfin une passion adolescente. Enfin, après il y a aussi des adultes qui ont ce type de passion très très forte, mais je me souviens très nettement que au début, moi j'ai même avec son père, parfois on était là, on était un peu saoulés, tu vois, on prenait un peu, ça pouvait nous arriver en fait de prendre le truc un petit peu de haut. Et ça, je pense que ça a vraiment été, enfin, je pense même globalement que c'est une grosse erreur de dénigrer entre guillemets les passions de nos adolescents parce que en fait, enfin, je veux dire, chacun sa passion, quoi. Et à l'époque, je me souviens que donc je comprenais pas tellement cette passion, la foudroyante pour ce entre guillemets boys band coréen. Mais vous savez pourquoi je comprenais pas? Parce qu'en fait, je ne connaissais pas, tout simplement. Et moi, il m'a suffi, en 2021, si je ne m'abuse, de voir, je suis toujours sur BTS, hein, il m'a suffi de voir le clip de Dynamite et d'avoir envie de pleurer devant tant de, enfin, devant tout ça, pour en fait tomber dans le dans le même truc que ma fille et être ultra fan des BTS et aller les voir en concert là d'ici quelques semaines avec ma fille de 18 ans et avec ma mère de 60 ans parce qu'elle aussi elle a été embarquée dans le truc. Donc peut-être que si je peux me permettre, mais vraiment sans aucune prétention, hein, parce que je le redis, on a aussi eu des difficultés, enfin et en fait, des difficultés avec les enfants, je pense que tu en as toute ta vie. Je pense que toute ta vie, t'es inquiet, voilà, t'as un peu peur, t'as un machin. Voilà, c'est comme ça. Tu deviens parent. Moi, pour moi, vraiment, le jour où je suis devenue parent, j'ai signé avec mon sang. Je vais être angoissée jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Hop. Si je peux me permettre de donner un petit conseil en tant que parente d'une adolescente de 18 ans, c'est intéressez-vous à ce à quoi ils s'intéressent vraiment, bon, enfin, tout du moins ne dénigrez pas en fait leur passion et je pense que c'est très important une fois de plus de s'intéresser au sujet de prédilection, au sujet qui intéresse nos ados, tout simplement pour créer du lien, parce que je crois qu'un des gros problèmes quand les enfants deviennent ados, c'est qu'il y a il y a une sorte de distance qui se crée, et ça c'est vraiment c'est vraiment terrible en fait. Je pense aussi bien pour l'ado que pour le ou les parents. Trouvez-vous des passions, des intérêts en commun. Je pense que ça aide vraiment à entretenir une fois de plus ce lien et le fait d'avoir une belle relation en fait avec son enfant adolescent. Et vous savez quoi, je vais me permettre encore un deuxième petit conseil. Si la communication est compliquée avec les adolescents, parce qu'on le sait, hein, c'est les grosses émotions, c'est les hormones, voilà, c'est pour beaucoup d'adolescents, c'est une période qui est compliquée et où vraiment la communication peut être rompue, et elle peut être rompue, je pense, pendant très longtemps. Moi, je vous conseille d'utiliser tout simplement cette petite chose absolument fabuleuse qui s'appelle le smartphone et qui permet d'échanger de façon quasiment instantanée avec son enfant à l'écrit. Pour nous, il y a vraiment des moments où ça a été, contre toute attente, un outil vraiment précieux. Ça peut permettre, je pense, de rendre les échanges moins difficiles, de limiter un peu la friction. Donc, je pose ça là, des petits SMS parfois, ça fait très bien l'affaire et voilà, et c'est pas grave, et ça veut pas dire que vous aurez plus jamais de conversation un petit peu profonde ou sérieuse avec votre adolescent. C'est juste que il y a des moments, il faut savoir, je pense aussi, utiliser les outils qui sont à notre portée. Et on y va pour ce qui va sûrement être la partie la plus longue de cette vidéo. Potentiellement, ça va faire la moitié de la vidéo. Tu as bien raison, Roxane. Sûrement hyper long, mais preneuse de tout ton parcours DIAG, donc diagnostic FODMAP, et où tu en es. Alors, bon, je vais quand même essayer de pas m'étaler
pendant 35 minutes sur le sujet. Petit, je vous pose les bases. Moi, j'ai des problèmes digestifs depuis extrêmement longtemps. Voilà, en 2025, ça a vraiment pris une ampleur qui est devenue très compliquée à gérer pour moi. Donc vraiment toujours le ventre gonflé, la nausée, des problèmes de transit, voilà. Je vais pas y aller par quatre chemins. À un moment, on va parler des choses. En plus, moi, ça fait tellement longtemps maintenant que je suis dans ce truc que pour moi, c'est devenu totalement normal. Des gaz à foison, des douleurs, évidemment au niveau abdominal. Et j'ai eu un parcours qui a été assez long. Enfin, vraiment, ça a pris du temps avant que j'arrive à ce diagnostic là de colopathie, puisqu'on m'a diagnostiqué entre guillemets une colopathie à la fin de l'année 2025. J'ai d'abord vu évidemment mon médecin traitant qui à l'époque, je me souviens, voulait me filer des médicaments, des trucs que je n'ai jamais pris parce que pour moi c'était pas pertinent. J'ai pris pendant très longtemps aussi des probiotiques. D'ailleurs, je vous en avais beaucoup parlé à l'époque et ça m'a énormément aidé. Je prenais les probiotiques de chez Dijon. Alors, on n'est pas du tout sur une collab, hein, on bosse plus du tout ensemble, mais moi, ça reste une marque vraiment que j'adore et qui représente vraiment quelque chose pour moi parce que ça a été l'année où j'ai pris Dijon. Donc, je pense que c'était en 2023 ou 2024. Je les ai pris pendant 11 mois d'affilée, tous les jours, tous les matins. Ça a été l'année la plus paisible, digestivement parlant, que j'ai vécue depuis, je sais pas, 7, 8 ans, 9 ans peut-être. Évidemment, quand j'ai arrêté les probiotiques, tous mes problèmes sont revenus. J'ai aussi d'autres problèmes de santé. J'ai notamment beaucoup de douleurs articulaires, des trucs, enfin voilà, c'est un bordel pas possible. Hein. J'ai consulté pendant quasiment un an une médecin généraliste, mais qui était spécialisée en phytothérapie. Alors qui ne m'a été d'aucune aide, mais vraiment zéro, nada, le néant, le trou noir, enfin vraiment le truc, la catastrophe. Bon, néanmoins, je tiens quand même, pour le côté un peu positif de l'histoire, je tiens quand même à dire que moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand voilà, quasiment toutes les fois où je suis allée la voir, sauf la toute dernière, ça m'a fait beaucoup de bien de tomber sur une médecin qui me semblait vraiment concernée par ce que je vivais et qui a essayé de trouver des solutions. Alors en l'occurrence, les solutions, je sais pas si elles m'étaient pas adaptées ou si en fait si c'est pas ce qu'il fallait. Enfin, je pense que ça ne pouvait avoir aucun effet finalement sur mes problèmes notamment digestifs. Et je garde quand même un sentiment, un arrière-goût, vous savez, un peu amer comme ça, où je me dis putain, je suis allée la voir un nombre de fois incalculable. C'était des consultations alors qui duraient quasiment 1 heure, mais du coup il y avait des dépassements d'honoraires, fallait que je me tape 2 heures de route aller-retour pour aller la voir, et je repartais avec des ordonnances entre guillemets de trucs de compléments alimentaires, d'extraits, de bourgeons, d'ampoules, de je sais pas quoi qui m'ont coûté mais la peau du fiac. Tout ça pour des résultats mais vraiment complètement nul, hein. Ça n'a eu aucun effet, et je n'ai eu aucune amélioration durant toute cette année passée à gober des milliards d'extraits, de trucs, de gélules, de poudre. Fin 2025, je suis donc en consultation avec cette fameuse médecin. Mon état stagne complètement, il n'y a aucune amélioration, et elle me propose de faire des analyses de sang, des analyses d'intolérance alimentaire, je mets des guillemets, assez poussées, qui sont réalisées par un labo privé où, voilà, je vais être totalement transparente, c'est des analyses qui coûtent 200 euros, même plus, je crois que c'était 220 ou quelque chose comme ça. Donc je fais cette prise de sang, je fais aussi à l'époque des analyses de sel, ça aussi un tarif vraiment très élevé, je crois qu'en tout j'en ai pour, je sais pas, 400, 500 euros, enfin un truc vraiment délirant, et que je vais le dire parce qu'il y a sûrement des gens que ça va crisper en fait d'entendre ça, d'entendre ces montants qui sont très élevés. Je sais que j'ai de la chance et que je suis privilégiée de pouvoir me payer ce type d'analyse. Néanmoins, je ne vais pas m'excuser parce que j'ai les moyens financiers de me payer ce type de truc, quoi. Voilà, mais je sais que ça reste un immense privilège, et je vous jure vraiment qu'il y a plein de moments où j'y pensais et où je me disais, mais en fait, comment tu fais? Je sais pas, quand tu gagnes voilà un SMIC, enfin quand t'es dans un truc voilà soit bas, soit même moyen, par quel biais tu passes quand tu as des problèmes de santé, quand tu es en errance médicale depuis des années, que tu as envie de tester des trucs, enfin vraiment ça m'a un peu terrifiée quoi cette histoire. Bref, je fais ces analyses qui portaient sur 200 aliments différents, je crois. Les analyses reviennent et à part les noix de cajou, tout est négatif.
Voilà, alors j'apprends par la suite que ces analyses sont quand même assez décriées, que c'est pas non plus d'une fiabilité absolue parce que elles peuvent être influencées par pas mal de choses et que dans tous les cas c'est pas vraiment des analyses qui vont te dire tu es allergique ou tu tolères pas du tout. Enfin voilà, bon c'est un petit peu compliqué et une fois de plus c'est un petit peu controversé aussi ce type d'analyse, mais moi je me suis dit tu sais quoi, franchement vas-y, en fait je peux me le permettre donc je tente, on verra bien ce que ça donne. Les analyses de sel aussi, bon bah parlons-en parce que je l'ai placé. Les analyses de sel reviennent et tout est globalement très ok, même au niveau de mon microbiote ou enfin je sais plus exactement ce que ça a analysé. Et là je me prends littéralement un coup de massue parce que je plaçais énormément d'espoir en ces analyses. Je me disais, il doit forcément y avoir des aliments, tu vois, des trucs que je mange tous les jours et qui en fait font que je suis malade, quoi, tout simplement, quasiment tous les jours de ma vie. Et le fait d'ouvrir ce document et de voir qu'il n'y a rien, donc à part les noix de cajou et un peu le blanc d'œuf, j'étais là, mais je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on me jetait comme ça dans le vide en mode allez bon chance. Et à ce moment bien précis de ma vie, je fais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire que je vais entrer tous mes symptômes en fait et parler de mon parcours avec une IA. Alors moi je suis pas dans l'absolu pour utiliser l'IA comme un médecin etc. Mais si vous voulez, il faut replacer le contexte où vraiment je reçois ces analyses et je me dis mais maintenant quoi en fait? Qu'est-ce que je fais? Comment j'avance dans ma vie, enfin en fait comment je fais pour me sentir mieux, tu vois, pour me débarrasser de tous ces problèmes. Imaginez-moi vraiment dans une forme de désespoir assez profond et intense. Hein. Donc je commence à raconter à ChatGPT, je dis non, rien, les analyses, les trucs, les symptômes, les machins. Et là ChatGPT, ou Gemini, enfin je sais plus ce que c'était, quoi, peu importe, me parle de la colopathie fonctionnelle, aussi appelée le syndrome de l'intestin irritable, qui est un syndrome que je connais depuis très longtemps, mais comme ça de façon très vague. Et puis je commence à investiguer, tu vois, je me renseigne, je vois, ah bah ouais, ok, bah en fait les symptômes collent quand même vachement bien. Suite à ça, je prends rendez-vous avec une diététicienne spécialisée dans le syndrome de l'intestin irritable. C'est un rendez-vous qui se passe à distance parce qu'elle est pas du tout dans ma région. Et elle me fait remplir un questionnaire, on se parle au téléphone pendant un moment et elle, d'après tout simplement ce que je lui dis, ce que je lui raconte, mes symptômes, etc., elle valide le diagnostic de la colopathie, sachant que la colopathie, c'est un diagnostic qui est posé, en fait c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'éviction. C'est-à-dire que quand tu as exploré les autres pistes et que ça n'a rien donné, et que, une fois de plus, les symptômes collent à ceux de la colopathie, sachant que les symptômes peuvent être... Il y a vraiment beaucoup de symptômes et entre guillemets, toutes les colopathies sont pas vraiment différentes, mais d'une personne à une autre, ça peut, les symptômes peuvent être plus ou moins différents. Elle pose ce diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Si vous ne savez pas ce que c'est, très rapidement, le syndrome de l'intestin irritable, en fait, c'est quand ton système digestif, alors je crois que ça se passe dans l'intestin grêle, quand ton intestin grêle, en fait, n'arrive pas à s'en sortir avec les glucides qui sont présents dans les aliments, ce qu'on appelle les FODMAP. D'ailleurs, si vous me voyez souvent utiliser le mot FODMAP, dire le mot FODMAP, en fait, c'est ça. Les FODMAP, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les 6 familles de glucides qui se trouvent dans les aliments, et ces glucides c'est pas uniquement dans les aliments sucrés. Il y en a notamment, il y a beaucoup de FODMAP en fait dans les légumes, il y a des FODMAP voilà dans les céréales. Et le problème avec ces glucides, c'est que quand tu as le syndrome de l'intestin irritable, eh ben ça passe pas. Ton organisme en gros, il est pas capable, je sais pas, de les déconstruire. Enfin, j'ai pas les termes très très précis. J'ai pas non plus fait une licence en FODMAP, quoi, si vous voulez, parce qu'à un moment, bon, c'est déjà assez pénible comme ça. Mais en gros, ces glucides que l'organisme n'est pas en mesure ou difficilement en mesure de dégrader, et ben ça peut créer tout un tas de symptômes, des ballonnements, des gonflements vraiment très importants du ventre, des problèmes de transit. Donc, on dit souvent qu'il y a 2 types en fait de colopathie. T'as vraiment les colopathies où les transits vont être accélérés, donc c'est-à-dire qu'en gros, bon bah t'as la diarrhée, quoi, et les colopathies où le transit est ralenti, donc là c'est des personnes qui vont avoir des gros problèmes de constipation, ce qui, en fait, dans les 2 cas, bon ben c'est horrible, tu vois, et ça crée vraiment, enfin c'est très difficile à vivre au quotidien, quoi. Et le diagnostic étant posé, je me lance avec une détermination, vraiment une motivation, j'ai envie de dire quasiment sans faille, dans
ce fameux protocole qu'on appelle le protocole Low FODMAP qui se passe en plusieurs phases. La première phase étant une éviction quasiment totale des FODMAP sur une période assez longue, hein, entre 4 à 6 semaines, sachant que des FODMAP, il n'y en a pas dans tous les aliments, mais il y en a vraiment dans énormément d'aliments. Je pense que je vous l'avais montré dans un vlog, mais moi j'ai un classeur avec des tableaux et les aliments et la famille de FODMAP auquel l'aliment appartient, la quantité maximum que je peux consommer au sein d'un repas pour ne pas dépasser en fait mon seuil de, enfin le seuil de tolérance entre guillemets au FODMAP. Donc c'est une jonglerie, j'ai envie de dire. Alors à côté de ça, il y a aussi les aliments qui sont complètement safe, qui ne contiennent pas de FODMAP. Moi, je trouve qu'il y en a pas, enfin tout du moins dans ce que moi je consomme, il y en a pas non plus énormément. Typiquement, moi j'ai mangé beaucoup de riz, beaucoup de polenta. Il y a quand même des aliments, et même du côté des fruits, des légumes, pour ce qui est des produits laitiers, par exemple, moi maintenant je bois du lait sans lactose. Il y a des fromages aussi qui ne contiennent pas de lactose, comme le comté, le morbier, le brie, voilà, je les ai pas tous en tête, mais bon, t'as quand même des options. Mais bon, pas facile quoi, si vous voulez. Je commence ce truc là au cœur de l'hiver. Au début c'est très difficile et très rapidement je me dis il faut que je m'organise. Enfin il faut que je me trouve des recettes, des trucs qui soient simples mais néanmoins qui soient bons, qui me fassent plaisir, tout simplement pour tenir le coup. Et très rapidement j'ai de très bons résultats. Je vais beaucoup mieux, très vite franchement. Je sais pas, en quelques semaines, quoi. J'ai l'impression que même déjà au bout de la première semaine, je me sentais déjà mieux et je voyais des améliorations. Et puis je passe, je sais pas, peut-être 6-7 semaines comme ça dans cette première phase, donc cette phase d'éviction. Et à la fin, je me sens vraiment bien. Un des trucs qui m'a le plus marqué, mais que limite qui m'a le plus choqué, c'est l'énergie que j'ai retrouvée. Mais alors ça, c'était dingue. Moi, ça faisait des années que... Alors, j'ai un tempérament assez énergique, c'est-à-dire que je suis pas du genre à me foutre sur le canapé comme ça et à rien faire. Je suis toujours en train de faire des trucs à droite à gauche, voilà. Mais ça fait quand même des années, je pense que j'ai été vraiment dans une espèce de fatigue, d'épuisement chronique. Les problèmes digestifs, c'est extrêmement sollicitant, c'est extrêmement fatigant pour l'organisme et je pense vraiment que mon corps était au bout du rouleau. Vous savez, je me réveillais le matin après avoir dormi 9 heures. Et j'étais là, ouah, mais je suis fatiguée. Tu vois, c'est pas je suis fatiguée, c'est je suis fatiguée. Franchement, c'était infernal. Et ça, donc c'est la première chose qui est arrivée quand même assez rapidement et j'ai trouvé ça mais fabuleux. Et puis, donc j'y reviens au bout de 6-7 semaines, ça se passe vraiment bien niveau digestif. Je suis dans un état très stable. Et c'est à ce moment-là donc qu'on décide avec ma diététicienne d'attaquer la phase 2 qui est la phase de test. Puisque les FODMAP, je crois que je l'ai pas dit avant, mais en fait vous avez 6 catégories de FODMAP. Alors vous avez par exemple dans les produits laitiers le FODMAP le glucide qui pose problème quand tu as une colopathie, c'est le lactose. Dans les produits à base de céréales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le problème ce n'est pas le gluten, parce qu'en fait le gluten dans les céréales, en fait c'est la protéine des céréales, donc c'est pas le glucide, hein, tout simplement. Donc le problème dans les céréales, en fait, c'est un glucide qu'on appelle le fructane. J'entame donc cette phase de test en me disant, tu sais quoi, je vais commencer par le lactose, parce que moi j'étais persuadée que j'avais pas de problème avec le lactose, que c'était un truc qui passait relativement bien. Donc le concept des tests, hein, très rapidement, alors c'est un truc, ça te prend quasiment une semaine, hein, parce que tu as, en gros, c'est jour 1, une certaine dose, jour 2, pause, jour 3, tu doubles la dose du jour 1, jour 4, pause, et jour 5, tu doubles la deuxième dose. Donc si vous voulez, moi pour le lactose, le dernier jour, me suis tapé 250 grammes de yaourt. Je n'en pouvais plus. Et suite à ce test / réintroduction du lactose, je suis malade pendant 3 semaines. C'est vraiment, j'ai 10 jours où... désolée, hein, on ne prend pas de pincettes, mais en gros, j'ai la chiasse. Mais enfin le truc genre infernal, je suis ultra mal, j'ai la nausée, j'ai peur de sortir de chez moi parce que vraiment mon transit c'est l'enfer intersidéral. Au bout de 10 jours, ma diète finit par me dire bon écoute, je pense pas que ce soit le lactose là, va chez le médecin. Donc je vais chez le médecin.
Je refais des analyses de sel. Évidemment, comme j'ai tellement attendu, les analyses de sel ne donnent rien. Je crois vraiment que j'ai chopé un virus ou un truc dans le genre et qu'en fait, ça a été pas de bol. Vous voyez que c'est tombé pile au moment où j'ai réintroduit le lactose. Et ça, c'était tout début mars, si je me souviens bien. Et en fait, depuis, je n'ai jamais réussi à retrouver ma stabilité d'antan. C'est-à-dire la stabilité que j'avais à la fin de la phase 1, où vraiment, il y avait des jours où je n'avais quasiment plus, où même je n'avais aucun symptôme. Je terminais la journée, je regardais mon ventre et j'étais là, c'est fou. Il est juste, alors un tout petit peu plus gonflé que le matin, parce que forcément, j'ai mangé toute la journée, moi je bois énormément en plus, donc forcément, tu peux pas avoir le ventre aussi plat, entre guillemets, le matin que le soir. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 29 mai. Ça fait donc quand même 2 mois depuis que j'ai été malade. J'en suis à un stade dans ce protocole où j'ai complètement lâché la rampe. Je me suis recommandé des probiotiques de chez Dijo. Je prends maintenant des enzymes digestives avant chaque repas et je revis. J'étais arrivée à un stade où je crois que ça devenait sincèrement dangereux pour ma santé mentale. J'ai commencé, là je vous parle des probiotiques et compagnie, ça fait allez, une bonne semaine, allez, une dizaine de jours. Et en fait, avant ça, vraiment, depuis fin avril, début mai, j'ai commencé à être dans un état de déprime, mais vraiment profond. Enfin, franchement, j'étais au bout du rouleau. Sachant en fait que je continuais à faire hyper attention à ce que je mangeais, à être forcément très frustrée. Franchement, c'était d'un déprimant le truc, je n'en pouvais plus. Et en fait, à un moment, j'ai décidé que ça suffisait et que j'avais besoin d'un sas de décompression, que j'avais besoin d'un répit dans ce truc de merde, parce que franchement, c'est horrible. Et je suis désolée, y a sûrement des personnes pour qui ça se passe beaucoup mieux que pour moi, notamment... Pardon, j'ai un truc sur le nez. Notamment, je pense qu'il y a des personnes pour qui la phase de test se passe vachement bien. Moi, en l'occurrence, ça se passe vraiment bof. Alors, il y a eu le lactose. Bon, ça, le truc est complètement biaisé. Au final, je sais pas si le lactose, ça passe ou pas. J'ai refait 2 tests supplémentaires depuis cet épisode avec le lactose. Et 2 tests qui se sont pas avérés. En fait, comme je suis toujours mal, qu'il y a toujours un problème, que j'ai toujours des symptômes, en fait, je ne sais pas. Le truc pour moi est complètement illisible. Alors évidemment, je sais que j'ai pas des symptômes horribles, je me retrouve pas à avoir la diarrhée pendant une semaine parce que je sais pas, j'ai mangé des pâtes, tu vois, par exemple, donc du fructane. Mais vraiment un manque de visibilité dans mon cas qui est terrible et je suis désolée, je sais plus où est-ce que je parlais de ça. Mais je pense que je donne une image de ce protocole et de tout ce parcours qui est horriblissime. Et vraiment, je suis navrée parce que je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus simple, qui aussi, peut-être de par leur nature et leur personnalité, le vivent beaucoup mieux. Mais pour moi, franchement, l'enfer, le fait là, depuis que j'ai été malade, de ne pas réussir à m'en sortir et à retrouver une stabilité et juste en fait un bien-être physique et du coup psychologique, mental normal, moi ça m'a buté quoi. Donc j'ai décidé de façon totalement comme on dit arbitraire de recommencer à prendre des probiotiques et des enzymes digestives, ce qui m'aide énormément. Je vous l'ai dit là, ça fait 10 jours, je vis ma meilleure vie. Enfin vraiment, je revis. Après il y a encore des moments où je suis pas bien. Genre hier midi, je suis allée manger au resto et je sais pas, je pense que vraiment il y a un truc qui est pas du tout passé parce que le soir j'avais le ventre comme ça, j'avais la nausée. Bon, voilà, je vous passe les détails, ça n'allait pas du tout, mais globalement, je vais tellement mieux. Et un petit truc aussi accessoirement que j'ai pas précisé, parce que là, vous devez vous dire, mais attends, ta diététicienne, qu'est-ce qu'elle en dit alors, malheureusement, ma diététicienne, en fait, comment je formule ça sans que ce soit pas grossier, mais désobligeant. En fait, au moment où je vous parle, là, il y a quasiment 10 jours, je reçois un message de ma diététicienne qui était pas hyper réactif quoi depuis quelques semaines et je me posais un peu des questions et je lui avais notamment écrit, je sais pas, il y a un bon moment maintenant en lui parlant de ce projet potentiel de reprendre des probiotiques et en lui expliquant que c'était vraiment très 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 difficile pour moi en ce moment et que j'avais besoin de faire une pause, mais en lui demandant néanmoins si c'était ok et son avis quoi. Je veux dire si elle m'avait dit, enfin je sais pas si j'y serais allée quand même contre son avis, mais en lui disant quand même que si pour elle c'est complètement contre-indiqué et que qu'elle considère que c'est une très très mauvaise idée.
bon bah potentiellement j'irai pas dans cette voie. Sauf que je lui envoie ce message, donc imaginez-moi hein, vraiment bout du rouleau, fond du seau, le moral à zéro, pas d'énergie, enfin affreux. Et je ne reçois pas de réponse pendant je pense une bonne semaine, et puis un jour en fait elle m'écrit et elle m'annonce que malheureusement elle a des grosses difficultés dans sa vie en ce moment et qu'elle va plus pouvoir là s'occuper de moi. Ce que j'entends et ce que je comprends à 100%, et vraiment il y a aucun problème, je veux dire, j'ai pas plus de détails, enfin puis même si j'en avais je vous les raconterais pas, tu vois. Évidemment c'est sa vie privée, mais j'ai pas de détails sur ce qu'elle vit, mais il peut se passer des trucs dans la vie, des événements très soudains qui sont absolument dramatiques, qui sont horribles et qui peuvent littéralement en tant qu'être humain te détruire sur place. Donc moi j'entends que potentiellement c'est quelque chose, elle vit quelque chose de cet ordre et qu'elle ne peut plus s'occuper de moi, elle a plus l'énergie, le temps, l'espace, etc. Donc ok, elle me propose, étant donné qu'elle a une collègue, de passer mon dossier à sa collègue en me disant qu'elle est super, etc. Évidemment elle est désolée, elle se répand en excuses. Je lui réponds tout de suite en la remerciant en fait pour sa franchise, parce que je vous cache pas que je commençais quand même un petit peu à me poser des questions, sachant que cet accompagnement est très 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 coûteux. Donc j'étais là, bon, ouais, tu vois, j'aimerais bien avoir des réponses quand même quand j'envoie un message, etc. Et je lui dis que je suis ok pour qu'elle passe mon dossier à sa collègue, mais que par contre, voilà, il faudra que je l'appelle, il faudra que je fasse le point avec elle, et que moi je suis toujours un peu dans cette idée d'essayer juste d'avoir un petit break et d'aller mieux en fait pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et à l'heure où je vous parle, j'ai envoyé ce message il y a plus d'une semaine, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ici la coco du montage. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal à savoir à quel moment placer cette petite intervention post-tournage, parce que là je vous parle, on est plusieurs jours après le tournage de cette vidéo. Bon, par contre je suis coiffée exactement de la même façon, hein. Vous noterez, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une petite unité quand même dans le truc. Je tiens à dire, premièrement, que j'ai reçu une réponse de ma diététicienne. Enfin, alors, on n'est pas encore au stade où j'ai réussi à avoir sa collègue au téléphone et à faire le point, etc. La communication est quand même, enfin, je pense vraiment à juste titre, hein, pas facile avec ma diététicienne actuellement, mais bon, ça va se dérouler. Je pense que ça va se débloquer à un moment ou un autre. Je voulais dire aussi qu'un peu plus en avant dans la vidéo, je vous parle des probiotiques et des enzymes et je vous dis, ouais, j'ai eu la meilleure vie, ça va vachement mieux. Alors, quand même bof, je vous avoue, parce que alors j'ai moins de problèmes, notamment au niveau de la production de gaz et compagnie. Ça s'est énormément calmé depuis que j'ai commencé ces deux trucs. Par contre, vraiment, toujours le ventre, mais le ventre qui, je sais pas, qui quadruple de volume. Je vais vous mettre une image, genre un truc avant, après, genre comment je suis le matin quand je me lève et comment je suis genre tous les soirs de ma vie. Sachant que au niveau de l'alimentation, je ne pars pas non plus complètement en roue libre, je continue à faire attention et à favoriser des aliments soit qui sont pauvres en FODMAP, soit qui n'en contiennent pas du tout. Et donc vraiment, au bout de quelques jours, je me dis, c'est quand même particulier. En fait, pourquoi j'ai pas une amélioration vraiment radicale grâce aux probiotiques et aux enzymes. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à faire des recherches, etc. Je retourne vers l'IA. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement pas aimer cette information, mais écoutez, je vous la donne vraiment en toute franchise. Et l'IA m'explique que potentiellement, vu ce que j'ai vécu, ma maladie, donc en gros, déjà que mon ventre est un peu en PLS, traumatisé du fait que j'ai été malade pendant quasiment 3 semaines à cause, on imagine, d'un virus. Et que autant les enzymes digestives, c'est une très bonne chose, autant les probiotiques, ça peut être problématique pour des tas de raisons. Je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Et du coup, actuellement, j'en suis où? Je ne sais pas. J'ai arrêté les probiotiques, je continue les enzymes digestives. Je cherche des solutions. En fait, à l'heure actuelle, je suis encore totalement livrée à moi-même. Donc, on fait de son mieux et je ne sais pas comment terminer cette petite, cette petite section. Donc, je vais l'arrêter là et puis éventuellement, j'en ferai une autre si jamais il y a besoin après, quoi. Alors, encore une fois, hein, vraiment, j'entends... il y a pas de souci, je suis pas énervée, je suis pas scandalisée. Bon, ça commence un peu à me crisper, hein, forcément, mais je sais qu'à un moment elle va revenir vers moi, elle va m'apporter des réponses, elle va peut-être, ça se trouve demain je vais avoir un message de sa collègue qui reprend le truc en main. Mais voilà où on en est.
On en est à, pour le moment, plus de diététicienne spécialisée en colopathie. Pour le moment, je me gave, enfin non, je me gave pas, mais je prends des probiotiques tous les matins et je prends une petite gélule d'enzymes digestives avant chaque repas et je vais tellement mieux et ça me fait tellement de bien. Je ne sais pas quelle va être la suite de cette histoire. Il y a évidemment une partie de moi-même qui est là, tu sais quoi, en fait, je vais prendre des probiotiques et des enzymes digestives jusqu'à la fin de ma vie, puis ça ira bien, hein. Alors, ce n'est pas la solution. Je suis bien consciente que tout ça, c'est vraiment un effet pansement. C'est mettre la poussière comme ça sous le tapis. Une fois de plus, il y a des moments dans la vie, il faut savoir s'écouter. Il faut vraiment savoir entendre ses besoins profonds et savoir reconnaître que là, ça peut pas continuer comme ça. Donc voilà où j'en suis pour le moment. C'était très très long. C'était, je pense que ça va faire bien 20 minutes cette petite partie. Je vous tiendrai au courant. Je suis désolée, c'est pas hyper encourageant, mais une fois de plus, mon expérience avec tout ça n'est absolument pas universelle. Je pose la question, moi je vous réponds honnêtement, hein, je vais pas vous dire c'est super, c'est génial, tout se passe bien, alors que vraiment pas du tout. Regardez, je sentais que j'allais revenir. Alors, par contre, entre-temps, il s'est mis à faire nuit. Et vraiment, il s'est passé 3 minutes depuis que j'ai tourné la petite séquence d'avant. Donc je voulais quand même juste conclure cette partie-là où je parle de la colopathie et compagnie. Et dire que ça va quand même mieux. Les enzymes digestives, vraiment, ça m'aide beaucoup. Une fois de plus, je le redis, hein, je continue à faire quand même assez attention à ce que je mange, mais néanmoins, j'ai retrouvé une forme de liberté. Par exemple, le soir, si mes enfants et leur père mangent des pâtes, et bien en fait, je ne prends plus la peine de me faire des pâtes sans gluten parce que j'ai les enzymes et que ça me permet en fait de digérer le truc et que ça se passe assez bien. Au niveau des symptômes actuellement, le problème pour moi, c'est vraiment ces gonflements, alors qui pour le moment ne sont plus douloureux. J'ai plus de problèmes, je le redis, de gaz à profusion et compagnie. Et ça, c'est quand même un confort retrouvé qui est très agréable. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de tenter de trouver une solution pour apaiser mon ventre, parce que je pense qu'il est vraiment dans une espèce d'hyper-réactivité due à la maladie que j'ai eue il y a 2 mois. Pour conclure sur le physique, en fait, sur les symptômes, ça va mieux, ça me fait du bien d'avoir tout ça. Après, je vous cache pas que là, c'est quand même compliqué. Le fait d'être complètement livrée à moi-même, et il y a des personnes qui vont me dire « mais va voir ton médecin généraliste ». Bon, écoute, non, c'est sûrement extrêmement malheureux, mais je pense que j'ai développé au fil des ans, au fil de toutes ces années d'errance médicale, une forme de, je sais pas si le terme adéquat c'est défiance, mais clairement, même l'idée d'aller voir un gastro-entérologue, qui est quand même le médecin en fait du système digestif, si je ne m'abuse, ça ne me... Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est envisageable pour moi parce que, et peut-être à tort, peut-être que si j'allais voir un gastro-entérologue, je tomberais sur quelqu'un qui est fabuleux et ça changerait ma vie, mais en fait, j'ai entendu tellement de retours d'expérience globalement catastrophiques que, en fait, là, actuellement, j'ai pas la force de me relancer dans une espèce de process comme ça. Ça m'a déjà beaucoup coûté, j'ai envie de dire, de commencer tout ce protocole, donc l'OFODMAP avec ma diététicienne au mois de janvier. Là, il y a un côté pour moi qui est vraiment très décourageant. Globalement, je suis découragée. Alors, je ne lâche pas complètement l'affaire pour autant. J'essaie de mettre des trucs en place, mais je suis plus, et à tort peut-être, dans un état d'esprit où j'essaie de récolter des infos, de trouver des trucs qui peuvent m'aider, qui peuvent aider en fait mon corps à sortir de cette phase qui est très compliquée. Et voilà, je ne sais pas si ça fait une bonne conclusion à cette partie, mais vraiment à un moment, il faut passer à autre chose. Donc, au pire, on en parle dans les commentaires. Allez, une question un peu plus légère, ça va être très rapide, mais ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Pourquoi on ne te voit pas à Cannes? Alors, on ne me voit pas à Cannes, premièrement parce qu'on ne m'invite pas à Cannes, voilà. Je pense que je sais pas si je suis pas la cible ou je vous avoue que j'en sais rien. C'est un truc, je me suis jamais tellement questionnée sur le sujet. J'ai peut-être dû être invitée il y a des années. Aujourd'hui, alors sauf si je passe à côté, parce que moi je suis pas très
Je suis pas très sur le flex avec mes mails et compagnie. Je pense que absolument personne ne m'invite à Cannes, donc voilà, j'ai aucune raison d'y aller. Et même au-delà de ça, alors c'est pas du tout pour être dénigrante, hein. Moi j'entends très bien qu'il y ait des personnes qui adorent ce type d'événement. C'est très chouette. Et puis tu vas voir des films, et puis je sais pas, tu vois des stars. Enfin c'est l'image un peu que j'ai de Cannes. Je vous avoue que je m'y intéresse pas particulièrement. Mais ouais, en fait, au-delà de ça, je pense que même si on m'y invitait, je n'irai pas parce que ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas le genre d'environnement dans lequel je serais à l'aise. Si vous voulez, moi, j'ai pas envie de mettre une espèce de robe de soirée, ça ne m'intéresse vraiment pas une seule seconde. Et bon, je précise, hein, parce que là, on est en plein dedans, hein, dans Cannes, faut c'est peut-être passer, je sais pas. Je ne dénigre vraiment pas une seule seconde les personnes, enfin même les collègues, les autres influenceuses et influenceurs qui vont à Cannes. Moi, c'est juste que, une fois de plus, ça m'intéresse pas. Et puis, une fois de plus, comme on m'invite pas, bah voilà, la question ne se pose même pas. Allez, une petite question mode. J'adore ton look, mais clairement, tu n'aimes plus les couleurs. Passion Famille Adams. Alors oui, ça, si vous me suivez depuis un moment, notamment depuis, je dirais, 2020, vous avez dû remarquer que là, ces derniers mois, il y a eu enfin peut-être même encore ces dernières années, mais a fortiori ces derniers mois, il y a eu un changement drastique enfin pas forcément dans ma façon de m'habiller, mais vraiment dans les coloris. Je suis passée, donc à l'époque, en 2021, peut-être 2022, où je m'habillais dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à quelque chose de plus en plus neutre. J'ai recommencé à porter du noir, j'ai commencé à porter beaucoup de ce que j'appelle moi les couleurs de la terre, du marron, un peu du beige, du blanc cassé, des choses comme ça. Et depuis quelques mois, je suis quasiment constamment habillée tout en noir. Quand je suis pas habillée tout en noir, je suis habillée en gris. Parfois, je mets un peu de blanc. Il m'arrive encore, de façon extrêmement disparate, de mettre du bleu, et ça s'arrête là. Et alors ça, moi j'ai une explication très simple. Enfin, j'ai même deux explications très simples. La première étant que je suis persuadée que c'est ma nature profonde de m'habiller comme ça, de m'habiller tout en noir. S'il y a des personnes qui me suivent depuis vraiment très longtemps, et notamment à l'époque de mon blog, ma communauté, vous me donniez un surnom qui était Rainbow Coco, parce que je m'habille en fait tout le temps en noir. J'étais vraiment tout le temps de tout noir, donc c'était un peu ironique, hein, évidemment, le Rainbow Coco. C'est vous dire à quel point le truc, vraiment ça ne date pas d'hier. Et puis la deuxième, entre guillemets, explication à ça, c'est que moi je suis dans une phase de ma vie où j'ai quand même pas mal de trucs à gérer. Ma colopathie, mes autres problèmes de santé, mes douleurs articulaires, mes tendinites à répétition, nanana. Enfin bon bah voilà, il y a quand même, il y a du pain sur la planche, donc je dois au quotidien gérer. Voilà, je parle même pas du boulot, des enfants, de tout ça quoi, mais voilà, globalement, enfin comme beaucoup de personnes, hein, je dois gérer beaucoup de choses au quotidien. Et je crois sincèrement qu'à un moment, j'ai eu besoin de réduire la fatigue décisionnelle par rapport aux vêtements. Moi, j'adore m'habiller, j'adore les vêtements, j'en possède beaucoup, je continue à en acheter, voilà, c'est, je pense, quelque chose qui ne me quittera jamais. Mais je suis à un stade de ma vie où à un moment, il faut qu'il y ait des trucs, il faut qu'il y ait des, c'est pas des coupes budgétaires, je sais pas comment formuler le truc, mais en gros, il faut qu'il y ait des trucs qui dégagent. Et moi, commencer à me questionner sur, ouais, alors, si je mets un jean bleu, qu'est-ce que je peux mettre enfin, en gros, j'ai pas envie de me poser de questions. Voilà, aujourd'hui, j'ai littéralement un t-shirt noir, j'ai, bon, vous ne voyez pas très bien ce petit truc là de chez, vous voyez rien, c'est nul. Attendez, si je me mets comme ça un peu sur mon lit. J'ai cette petite jupette cycliste là de chez Minastorm et ça me va parfaitement. J'ai envie, quand je m'habille le matin, que ce soit simple. J'ai pas envie de me sentir submergée par le choix, notamment le choix de coloris, parce que au niveau du choix des vêtements noirs, gris ou des fois un peu blancs, bon j'ai du choix effectivement. Mais ouais, c'est vraiment l'idée pour moi, c'est de réduire au maximum la friction dans ma vie, parce que j'en ai besoin, parce que je pense que je mérite d'avoir le moins de friction possible. Et le fait, ces derniers mois, de me tourner quasi systématiquement vers des pièces qui sont noires, et aussi de me tourner beaucoup, d'être énormément dans, vous savez, on dit un outfit repeater en anglais, donc de reporter encore et encore et encore les mêmes tenues et les mêmes pièces. Pour moi, c'est hyper reposant. Ça me fait vraiment un bien fou.
Je pense pas que ça reste comme ça forcément jusqu'à la fin de ma vie, mais voilà pourquoi. Si jamais vous vous posiez la question, et alors j'aime bien le rappeler quand même à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que s'habiller tout en noir, c'est très triste, ça fait un peu deuil, machin, etc. Moi j'aime bien rappeler que l'époque où j'ai porté le plus de couleurs de toute ma vie, donc surtout en 2021, c'est l'époque où j'étais en dépression. Voilà, donc vraiment, la vie n'avait aucun sens pour moi, n'avait aucun goût, j'étais au fond du seau, j'étais sous antidépresseurs. Donc, voilà, à méditer, hein. La prochaine fois, peut-être qu'on bon, vous aurez envie de dire à quelqu'un, ah, c'est triste hein, de s'habiller tout en noir. Bah non, écoutez, moi là, actuellement, je suis extrêmement heureuse, mais juste, voilà, j'ai envie de placer mon énergie ailleurs que dans mes vêtements. J'ai eu quelques questions sur le plan, on va dire professionnel. La première qui est, pourquoi on te voit beaucoup moins? Moins de vidéos, 3 petits points, manque d'inspiration, marre du, mince, je n'ai pas fait de capture d'écran de la suite. Je sais pas, j'imagine marre du, je sais pas, marre de l'internet, marre de l'influence, marre des réseaux sociaux, voilà, peu importe. Effectivement, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 mai. Et effectivement, au mois de mai, ça a été un petit peu disparate. Si vous regardez, alors que habituellement, donc je poste hein, tous les jeudis depuis, alors, je sais pas, ça fait 15 ans que je fais ça, quoi, hein, sur YouTube. Si vous regardez là au mois de mai, il y a des vidéos qui ont sauté, peut-être même aussi au mois d'avril. Et c'est tout simplement parce que moi j'ai un mode de fonctionnement où alors pour les personnes, parce que j'ai aussi eu des questions, j'en ai à chaque fois, hein, des personnes qui se demandent ce que je fais comme métier. Voilà, ça c'est mon métier. Hein. Je suis créatrice de contenu, influenceuse, appelez ça comme vous voulez. Donc je fais ça depuis 2007. Et moi vraiment, depuis plusieurs années, je compartimente ma vie professionnelle, qui est donc en fait ma vie entre guillemets publique, hein, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et ma vie privée, ma vie de famille, dans le sens où c'est le week-end que je suis avec mes enfants, enfin, avec ma famille, avec mes amis, qu'importe, voilà, je ne viens jamais sur les réseaux sociaux. Dès que je pars en déplacement, faire un petit séjour, par exemple, au moment où je vous parle, la semaine dernière, on est allé passer quelques jours à Lyon avec mon chéri, et en fait, c'est des moments où je sais pas trop comment formuler ça, mais j'ai envie de dire où en fait je suis juste dans ma vie et où c'est pas que j'oublie complètement les réseaux sociaux, mais en fait je n'ai pas ce réflexe et honnêtement j'ai pas envie de l'avoir quand je suis en séjour avec voilà, on est en amoureux avec mon mec à Lyon, il fait beau, la vie est belle, tu vois, moi j'ai pas le réflexe en fait et j'ai pas envie de commencer à poster des stories ou à faire des posts Instagram ou des reels ou je sais pas quoi, tu vois, c'est vraiment j'ai pas toujours eu ce mode de fonctionnement, mais depuis plusieurs années, c'est vraiment comme ça que ça se passe pour moi, forcément. Donc si on prend l'exemple du mois de mai, où il y a eu notamment un nombre de jours fériés absolument incalculable, et en fait moi les jours fériés, les longs week-ends qui font 3-4 jours, moi je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants, je fais des trucs, tu vois, on bouge, on se fait des petits séjours, et en fait je suis pas sur les réseaux sociaux quoi, tout simplement. Et ça vaut aussi, alors enfin c'est un peu différent pour YouTube. Parce que j'ai des vidéos, la plupart du temps, j'ai toujours au moins une vidéo en stock, enfin d'avance, on va dire ça comme ça. Mais en fait, je n'aime pas poster des vidéos quand je suis pas, quand je suis pas là derrière mon ordi ou derrière mon téléphone à pouvoir lire vos commentaires, vous répondre, etc. quoi. Alors moi après, je sais que je suis pas la meilleure au niveau des réponses en commentaire sur YouTube, mais c'est parce que souvent il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et je vous remercie pour ça, mais juste faut bien réaliser que au bout d'un moment, pour une seule et même personne et juste 10 petits doigts, il y a des moments où ça devient compliqué. Et c'est pour ça, parfois, que tout simplement, je disparais. Alors c'est vrai que je pourrais mettre des petits mots, dire oui, il y aura pas de vidéo cette semaine. Bon, honnêtement, je pense que c'est pas la fin du monde. Je pense aussi qu'il y a assez de contenu sur ma chaîne qui existe quand même depuis 15 ans maintenant, je crois, pour que voilà, une vidéo qui saute ou deux, tu vois, sur quelques semaines, éventuellement tu vas en regarder une, tu vois, que t'as pas encore vue. Mais en gros, si vous vous posiez la question, voilà la réponse. Et j'enchaîne directement avec la suivante, où on me demande, avec les années, est-ce que tu te lasses de ton métier ou tu vis toujours avec la passion? Donc contrairement peut-être à l'impression qu'a la personne de la question suivante, qui se dit oui, il est plus trop là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours le même plaisir et le même bonheur et la même passion à venir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous faire du contenu. Pour une raison, je crois, très simple, qui est que mon métier,
c'est de parler de ce que j'aime dans la vie. Partant de là, je vois pas bien ce qui pourrait me lasser ou me... Enfin, vraiment, alors je dis pas que parfois il n'y a pas des moments un petit peu plus difficiles où je suis un petit peu démotivée ou alors, bon, notamment peut-être aussi ces derniers temps... comme il y a des moments aussi où je vais pas très bien, hein. Avec tout mon protocole, etc. Enfin moi depuis le début de l'année, il y a des moments où c'est difficile et où peut-être effectivement, peut-être que enfin c'est pas que je manque d'inspiration, mais j'ai peut-être pas envie d'aller sur Instagram et de faire des petites stories légères parce que je me sens pas très bien. Et bah, c'est des choses qui arrivent. Il y a des périodes comme ça où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Je sais aussi que souvent les mois de juin sont toujours je tire un tout petit peu plus la langue au mois de juin, parce que souvent c'est une période qui est assez chargée pour moi au niveau contrat, collab et compagnie, parce que si vous ne le savez pas, moi je quitte les réseaux sociaux tous les ans au mois de juillet et au mois d'août, donc forcément le mois de juin il y a toujours enfin, bon, assez souvent en fait il y a des espèces de petits rushs quoi au niveau de mes partenaires. Donc c'est vrai que oui, quand j'arrive à la fin du mois de juin, moi je suis hyper contente que l'été soit devant moi et de me dire trop bien, je vais pouvoir passer 2 mois juste à vivre ma vie sans travailler tout simplement, parce que j'ai beau adorer ce que je fais et ça a beau être un métier, il faut quand même le dire quoi, ou enfin tout le monde, moi c'est comme ça que je le vis. On est quand même extrêmement chanceux, extrêmement privilégié. Ça n'en reste pas moins du travail. Alors oui, je vois déjà les gens derrière leurs écrans qui s'énervent. Oui, c'est pas le plus pénible, c'est pas, bien sûr, je le redis. À bien des égards, les influenceurs, les créateurs et créatrices de contenu sont très privilégiés. On a énormément de chance. Enfin, tout du moins, moi, je considère que j'ai une chance inouïe de faire ça depuis. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça fera 20 ans, mais pour autant, c'est du boulot. Je suis pas en train de me tourner les pouces toute la journée chez moi. J'ai aussi des contraintes, des deadlines, des moments parfois où je suis stressée à cause de mon boulot. Voilà, il y a aussi des difficultés hein, dans le milieu de l'influence. Tout du moins, une fois de plus, vraiment dans mon cas. Hein, c'est un métier qui est tellement versatile quoi que je j'ai pas trop envie de me prononcer pour les autres. Mais oui, une fois de plus, j'ai pas de lassitude et je ne vois pas comment je pourrais être lassée de venir simplement voilà toutes les semaines sur YouTube et quasiment tous les jours sur Instagram parler de trucs qui me font kiffer. Enfin je veux dire franchement c'est trop bien. J'ai une communauté en or. Certaines personnes sur Instagram, ça fait des années qu'on échange. Je pense aussi qu'on se rend pas forcément compte en tant que spectateur abonné sur Instagram, spectateur sur YouTube de tout ce qu'une communauté peut apporter et vraiment apporter comme bonheur, comme information, enrichissement, de tout ce que les personnes en fait avec qui on échange en tant que créateur de contenu, voilà tout ce que c'est tout ce que vous m'apportez depuis toutes ces années. Et alors après oui, peut-être qu'un jour je vais me réveiller, je vais me dire bah tu sais quoi, j'en ai vraiment ras la couenne de raconter des trucs sur internet. Mais c'est vraiment un truc dans lequel je me projette pas du tout et que je n'arrive pas à envisager parce que parce qu'en fait mon taf il est trop cool quoi, il est trop cool, j'ai une communauté géniale, j'ai une communauté qui est hyper fidèle. Je sais pas, mais toutes les semaines il y a des personnes qui me disent oui je te suis depuis l'époque de ton blog, donc c'était genre dans les années 2000, fin des années 2000, c'est incroyable quoi quand même de vivre ça et et voilà, je sais pas quoi dire de plus, donc bon bah a priori vous êtes pas prête de vous débarrasser de moi. Et je voulais répondre à celle-ci aussi qui me demande comment tu fais pour avoir l'envie de revenir après de longues périodes d'absence. Ça je pense que ça fait vraiment écho notamment à mes vacances d'été où je disparais quand même des radars pendant 2 mois, parfois même ça déborde un peu, on est quasiment sur 2 mois et demi. Ça c'est marrant, le moment où je reprends, il y a toujours un petit truc un peu de la friction, justement, un truc un petit peu difficile, où je me dis, bon, allez, faut y aller, genre la première story que je poste, je sais pas pourquoi, ça me met dans tous mes états, je suis hyper stressée, je suis là, je sais pas quoi poster, enfin genre limite on dirait que j'ai oublié comment faire mon métier, qui est quand même, enfin dans l'absolu, qui est pas non plus bien compliqué, quoi, tu vois, je pourrais poster une photo de mon chien et dire coucou, je suis de retour, ou un selfie, voilà, qu'importe, mais c'est vrai que avant chaque reprise, alors j'ai envie de revenir et en même temps j'ai une espèce de truc de stress. Alors je pense que c'est tout simplement la peur, le stress que toute ma communauté se soit désintéressée de ce que j'ai à raconter.
parce que c'est quand même pas non plus super... enfin, pour moi, ça se passe très bien. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. Mais sur les réseaux sociaux, et de plus en plus, c'est quand même pas facile hein, de disparaître comme ça pendant 2 mois et de revenir un peu telle une fleur. Moi, après, vraiment, je pense que j'ai la chance, tout simplement, d'avoir une communauté, enfin de vous avoir, et la chance que vous soyez ultra fidèles. Et je vous préviens, fin juin, début juillet, voilà, bah je pars, comme tous les étés, on se retrouve en septembre. Vous êtes là, ouais, bonnes vacances, vas-y, kiffe. Et quand je reviens au mois de septembre, vous êtes là, ouais, trop bien, t'es revenu. Et voilà, j'ai pas envie que ça sonne, j'en fais des caisses, mais je tiens juste à dire que vraiment, je réalise la chance que j'ai. Voilà. On passe à la suite. Et je vais terminer avec quelques petites questions sur mes différents hobbies. Hello, pourquoi as-tu arrêté la batterie? Merci, j'adore tes contenus. Merci à toi pour ce gentil petit mot. J'ai arrêté la batterie parce que je n'avais plus envie de m'investir dans la batterie et qu'en fait ça devenait une source de frustration pour moi. Parce que pratiquer n'importe quel instrument, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, dans lequel, si tu veux progresser, il faut tout simplement s'investir. Et moi, après, j'ai fait de la batterie pendant peut-être un peu plus d'1 an, je pense. Je suis arrivée à un stade où il fallait que je fasse des choix, notamment par rapport à tous mes autres hobbies dans la vie, puis par rapport, enfin même à ma vie hein, de manière générale. Et j'ai décidé d'arrêter la batterie parce que bien que ça m'ait apporté énormément de joie, vraiment ça m'a apporté beaucoup d'apprendre à jouer de la batterie, de la joie, je l'ai dit, de la confiance en moi, de la fierté. C'est vraiment, j'adore jouer de la batterie. Mais dans la liste de mes priorités, c'est quelque chose qui était en train de tomber de plus en plus bas. Et au bout d'un moment, j'ai préféré me rendre à l'évidence sur le fait que ça devenait un peu... Enfin, ça n'avait plus trop de sens, ou du moins pour moi, de continuer à payer des cours, parce que moi je prenais quand même un cours par semaine avec un prof, apprendre sur mon temps, parce que c'était le vendredi après-midi mes cours de batterie, donc apprendre sur mon temps de travail qui est quand même déjà un petit peu limité. Vous savez, moi je travaille quasiment jamais le mercredi, je travaille pas les week-ends, donc en gros j'ai 4 jours, soit les jours où mon fils est à l'école, pour abattre mon travail de la semaine, quoi. Donc c'est quand même c'est un petit peu limité. Et tout ça pour quelque chose qui certes m'apportait beaucoup de joie, mais qui en fait j'avais pas de futur, vous voyez, avec la batterie, à part en jouer seule dans ma cave. Ça j'en avais déjà parlé, mais moi j'ai jamais eu pour but d'ouvrir une chaîne YouTube où je ferais des covers de batterie, de monter un groupe, de faire des concerts. Donc vraiment, j'avais aucun but avec la batterie, si ce n'est apprendre à jouer de la batterie. Alors, je considère que aujourd'hui, je sais jouer de la batterie. Alors, pas très bien. J'ai fait 1 an de batterie. Hein, calmons-nous. J'ai évidemment absolument pas un niveau de dingue, mais ça reste vraiment une fierté pour moi de me dire, tu sais quoi, maintenant tu me donnes une batterie et je suis capable de jouer quelque chose. Je suis capable aussi de lire une partition de batterie. J'en fais encore de temps en temps. Ça me prend, j'ai envie, ça me fait plaisir. Voilà, je me joue un petit Backstreet Boys ou un petit Dua Lipa et c'est très cool. Mais voilà, un moment en fait. C'est toujours pareil, dans la vie, il faut faire des choix, et moi j'ai préféré abandonner la batterie parce que, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, quoi. Emmanuel me demande, tu tricotes moins? J'ai l'impression non. Why? Avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Effectivement, Emmanuel, c'est pas la seule d'ailleurs à avoir remarqué ça. Ma quantité de tricot a drastiquement chuté, je dirais là depuis le début de l'année. J'ai pas vraiment d'explication à ça, si ce n'est que je pense que j'ai une personnalité qui est très passionnée au début. Et alors c'est pas que je me lasse, parce que je suis pas du tout lassée du tricot. Là d'ailleurs je vous parle juste derrière moi, là je vois ma terrasse, il y a mon projet en cours. Mais je pense que le tricot, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus cette espèce de sentiment de ces 2 trucs là d'urgence qui te prend au bide, où j'étais là, non mais mais je sais pas combien d'heures j'étais capable de tricoter par jour. Genre le premier été où j'ai tricoté, donc 2024 je dirais, mais je n'ai fait que ça de tout mon été. Je me levais le matin, bon j'exagère un petit peu évidemment, j'ai fait d'autres choses, mais vraiment je passais des journées entières assise sur ma terrasse avec ma gourde d'eau
et à tricoter. Une obsédée en fait, la meuf, complètement hyper focus là-dessus. Et je pense que tout simplement ce qui se passe maintenant, c'est que c'est pas que la passion s'est calmée, parce que je continue à adorer tricoter, et je vous l'ai dit, je continue à tricoter quasiment tous les jours, mais j'ai plus cette espèce de truc un peu obsessionnel, vous voyez, parce que moi je peux être beaucoup comme ça au début quand je découvre un quelque chose, genre même, je sais pas, jouer avec la musique, moi je découvre un morceau que j'aime, je vais l'écouter en boucle toute la journée pendant 6 mois, tu vois, je suis un peu ce type de personnalité. Donc, une fois de plus, j'ai pas du tout arrêté le tricot, j'adore toujours tricoter, ça m'apporte toujours énormément de bien-être, de joie, etc. Mais, juste, je me suis calmée, voilà. Et on m'a posé, enfin, c'est pas exactement la même question, mais par rapport à la couture, on m'a demandé, est-ce que tu couds toujours? Alors ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ma machine à coudre, parce que, alors, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais alors la couture, pour moi, c'est un rapport qui est un petit peu différent, parce que mon tricot, là, si je veux, je termine mon tournage, et puis je peux aller m'asseoir 10 minutes sur ma terrasse, avant d'entamer le montage de cette vidéo, je peux aller m'asseoir 10 minutes sur ma terrasse et puis me faire quelques mailles, quelques rangs, et c'est cool, quoi. La couture, c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, très chronophage, ça prend vraiment beaucoup de temps, surtout quand tu pars complètement de zéro. Imprimer le patron, le découper, l'assembler, couper tes pièces de tissu, machin. Enfin, moi, la petite couture rapide, alors je sais peut-être parce que j'ai pas encore le niveau, enfin j'en sais rien, moi pour le moment je connais pas. Quand je fais un projet couture, ça me prend une journée entière, voire encore une demi-journée le lendemain. Et en ce moment, c'est un temps, je pense, à la fois dont je manque, et un temps à la fois que je préfère utiliser autrement, notamment parce que moi j'ai recommencé à lire il y a pas très longtemps, enfin j'ai recommencé à lire, je me refais les Fred Vargas, donc quand j'ai du temps libre, je préfère me mettre sur mon canapé ou sur ma terrasse, ouvrir mon bouquin, lire quelques pages, tu vois, et actuellement ça m'apporte plus de bonheur de faire ça que de coudre. Aussi accessoirement, se coudre des vêtements, bah ça fait que tu as des vêtements en plus. Et c'est vrai que là cette année, je me suis un peu alors déjà, j'ai cousu quand même pas mal de trucs l'année dernière, depuis que j'ai appris enfin en une année quand j'ai appris à coudre. Et cette année, mon rapport à l'achat de vêtements, à l'acquisition de nouveautés, a quand même un peu évolué par rapport, je dirais, à l'année dernière et peut-être en 2024 aussi, où j'ai vraiment essayé d'être dans quelque chose de plus raisonnable. Là, en fait, cette année, je vis tellement de moments de frustration intense. Il y a quand même beaucoup de moments où en fait, on va pas se mentir, parfois je me commande un t-shirt parce que j'ai un peu le moral à zéro, ou tu vois, où je suis hyper frustrée et que j'ai envie voilà, c'est un truc sur lequel j'ai le contrôle, tu vois, je peux choisir, genre ce t-shirt me plaît, je peux l'acheter, contrairement à exemple totalement au pif, l'alimentation où, je sais pas, t'as envie de manger une soupe à l'oignon, bah tu peux pas parce que sinon tu vas avoir la chiasse pendant 2 jours. Bref. Clairement, ma consommation de vêtements, elle est un peu repartie à la hausse cette année comparée aux années précédentes où j'ai essayé vraiment d'être attentive à ça et d'être dans quelque chose de plus raisonnable et raisonné. De ce fait, je pense que j'ai pas envie, enfin, tout le moins que j'essaie d'éviter d'en rajouter. Donc en plus, en me fabriquant encore en plus des vêtements moi-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, il y a vraiment plein de trucs que je continue à suivre sur les réseaux sociaux, des personnes qui font de la couture, et je vois tout le temps passer des patrons qui ont l'air trop cool et que j'aimerais énormément coudre, mais je pense que par rapport à la couture, je suis plus dans un truc aussi de restriction par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, et je décide vraiment sciemment de terminer cette vidéo ici parce que, alors je pense que c'est la partie sur la colopathie là, ça m'a foutu dedans, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous aurez été divertis un petit peu, que vous aurez appris des choses, que ça... Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant pour vous, comme d'habitude. Moi, j'adore vraiment les vidéos FAQ parce que il y a toujours des questions quand même globalement qui sont très intéressantes, qui ouvrent sur plein de sujets. Après, les échanges en commentaire sont toujours passionnants. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon... Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce vraiment très long moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.